Bonsoir à tous, bienvenue sur Al24 News. Après plusieurs semaines de guerre ouverte au Moyen-Orient, l'Iran et les États-Unis passent enfin à la phase du dialogue, une séquence tant attendue qui aura lieu dans la capitale pakistanaise, Islamabad. Après des tractations tout azimut de la part de la communauté internationale, une rencontre qualifiée d'historique, la première à ce niveau depuis des décennies, dans un contexte où chaque camp campe sur ses positions. Côté américain, la délégation devrait être menée par le vice-président Vance, accompagné d'émissaires proches de l'administration. Face à eux, Téhéran devrait envoyer des figures clés de son dispositif politique et diplomatique avec un objectif clair, défendre ses lignes rouges. Une initiative diplomatique qui intervient après près de 40 jours d'escalade dans la région. Une escalade qui prend un tournant dangereux car l'entité sioniste mène depuis 2 jours une nouvelle agression particulièrement violente contre le Liban avec des visées d'occupation. Quelle sera l'issue des discussions entre Washington et Téhéran? Basculera-t-on vers un cessez-le-feu permanent? Et que deviendra la géopolitique au Moyen-Orient? Les développements avec nos experts dans quelques instants. Monsieur Mokran Aïtourabi, journaliste. Bonsoir, Monsieur Aïtourabi. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci pour votre invitation et bonjour à tous les téléspectateurs de la chaîne. Avec nous également, Monsieur Saïd Ayachi. Vous êtes président du comité de soutien et de solidarité avec le peuple sahraoui. Bonsoir, Monsieur Ayachi. Merci d'avoir accepté notre invitation. Également avec nous à partir de Toronto, Monsieur Miloud Chenoufi. Vous êtes expert en géopolitique et économie. Bonsoir, Monsieur Chenoufi. Bonsoir et merci pour l'invitation. Merci à vous. Et enfin, Nazim Sini, analyste économique et professeur en macroéconomie à l'Université de Marseille, nous rejoindra en deuxième partie d'émission. Alors, nous allons débattre ce soir de ces fameux pourparlers. Tout d'abord, ces pourparlers irano-américaines seraient-elles, Monsieur Ayachi, une simple pause tactique ou un véritable tournant diplomatique? Est-ce une volonté de paix ou plutôt une stratégie pour gagner un peu de temps? Je ne crois pas. Je crois que... D'abord, il faut noter que la planète respire et espère, comme nous tous, que ces pourparlers vont déboucher sur la fin de la guerre. La guerre n'est utile à aucun État, à aucune nation, à aucun peuple, sauf pour l'entité sioniste, on en parlera tout à l'heure. Et vous noterez que ce sont des pourparlers américano-iraniens. Bien sûr, ce qui est recherché, d'abord, c'est bien sûr un accord pour arrêter les hostilités déclenchées contre l'Iran, mais aussi, évidemment, à des conditions des uns et des autres, puisque ce sont des pourparlers, et c'est des pourparlers préliminaires. Espérant que ça marche du premier coup, c'est toujours étonnant, mais il y aura peut-être plusieurs rounds, mais en tout cas, le décor sera planté à Islamabad dès la prochaine rencontre. Ce qu'il faut noter, c'est que c'est très loin ce que nous a dit que la guerre sera réglée, que le problème sera réglé en 2 jours. Nous sommes, vous l'avez dit dans votre bonne introduction, au 41e jour de guerre. Et puis, les conditions des Iraniens ne sont pas les conditions d'un pays qui est défait, qui a perdu. Et les plus sages, j'allais dire, de la communauté internationale disent qu'il faudra des pourparlers où il n'y aura ni vainqueur ni vaincu, en tout cas, contrairement à ce qui a été dit ici et là. Et donc, ça va être des pourparlers, ne le cachons pas, difficiles, qui vont essayer de sauvegarder les intérêts des uns et des autres. Mais si la bonne foi existe, nous arriverons sûrement à un accord qui permettra donc d'arrêter la guerre en elle-même et de forcer, et ça c'est très important, de forcer la main aux criminels de guerre de Tel Aviv, d'arrêter d'abord lui-même la guerre qu'il a provoquée. Parce que c'est la guerre d'Israël contre l'Iran, et non pas la guerre des États-Unis. Les États-Unis sont, j'allais dire, presque un accompagnateur de cette guerre d'Israël contre l'Iran. Et puis surtout de lui forcer la main d'arrêter cette
barbare attaque, agression contre les Liban frères. Je n'en veux pour preuve que ce qui vient d'être dit par le chef du gouvernement espagnol, qui appelle l'Union européenne à liquider, à annuler les accords commerciaux avec l'antitessionniste au motif qu'il y a une agression caractérisée contre les Liban qui ne se justifie par aucun motif que peut avancer l'antitessionniste. Monsieur Aïtou Arabi, pourquoi maintenant, justement, c'est pour parler comment décrypter ce timing de négociation? En fait, je pense que le timing a été dicté par l'évolution de la situation. Une guerre qui allait théoriquement durer 4 semaines commençait justement à coûter cher aux États-Unis d'Amérique. Comme l'a si bien résumé M. Hayashi, cette guerre n'a pas été une guerre des États-Unis d'Amérique. La preuve que le président américain l'a décidé sans aller vers les instances, même si la Constitution américaine ne l'oblige pas, mais il n'y a pas eu de consultation préalable, comme se faisait auparavant lorsqu'il s'agissait d'une attaque, comme dans le cas de l'Irak par exemple. En fait, c'est une guerre qui a été provoqué par l'antitessionniste pour diviser bien clair. On aura l'occasion d'en parler, on voit ce qui se passe au Liban. Mais les choses n'ont pas évolué comme les États-Unis le prévoyaient au départ. Donc il y a eu cette force de résistance de la part de l'Iran qui a surpris tout le monde, y compris des membres au sein de l'administration américaine qui ne s'attendaient pas à une telle force de résistance à la fois de l'armée iranienne mais aussi du peuple iranien, parce que toute la stratégie de l'antitessionniste reposait sur l'effondrement rapide du régime iranien, ce qui ne s'est pas produit ni durant la première semaine, ni au bout de 5 semaines de guerre. Au contraire, on va encore une fois le régime iranien se renforcer et le peuple iranien resserrer justement les rangs autour de ses dirigeants pour défendre le pays, parce que c'est une agression contre l'Iran, pas contre le régime iranien, comme on voulait le faire croire. Et le coût de la guerre et les pertes occasionnées pendant les 4 semaines par la résistance iranienne, les pertes à la fois matérielles, mais aussi des pertes collatérales sur le plan économique, mais aussi sur le plan géostratégique. On aura l'occasion d'en parler parce que ça a impacté toute la région, ça a touché des alliés américains dans la région, je parle des pays du Golfe, et ça a remis en cause ce statut de protecteur qu'ont les États-Unis au niveau de la région, leur présence militaire. J'ajouterai à ta bonne analyse, c'est la situation intérieure américaine. Oui. Maintenant, Trump est menacé dans sa propre position politique à l'intérieur des États-Unis. Justement, j'allais en parler. Ça, c'est l'impact économique et aussi la pression de beaucoup de ses soutiens, notamment au sein du mouvement MAGA. On aura l'occasion d'en parler sûrement. Il y a des figures très, très importantes de ce mouvement qui se sont élevées contre cette guerre et qui ont dit que finalement, le président américain, qui nous a promis America First, donc l'Amérique d'abord, finalement, l'Amérique, elle vient en dernier. Donc ça pose un problème à la fois des capacités, du coût justement, des capacités des États-Unis à supporter le coût de la guerre, qui commençait à impacter la poche des Américains avec cette augmentation de l'énergie autour de 20-21% en un mois, ce qui n'a jamais été vu depuis l'instauration de l'indice pour l'essence en 1967. Donc 21%, c'est un impact direct du pouvoir d'achat américain. Il y a une accélération de l'inflation au cours de ce mois de guerre, du mois de mars. Des indicateurs économiques ont commencé à vaciller, à inquiéter donc l'administration américaine, sachant que nous sommes dans une année charnière sur le plan électoral parce qu'il y a des élections mi-mandat.
Il y a donc tous ces paramètres qui ont fini par être pris en compte parce que si on veut atteindre les objectifs théoriques qui ont été annoncés par-ci, par-là, par les différents intervenants responsables américains, même si l'objectif de la guerre n'a jamais été clair du côté américain, mais on nous annonçait donc des objectifs à atteindre. Ces objectifs, pour les atteindre, certains, ils sont carrément pas possibles d'être réalisés, comme le changement de régime, on a vu. Mais la question du nucléaire iranien ou de l'uranium enrichi aussi, c'est pas une question qu'on pouvait finalement régler avec des missiles, ni d'ailleurs la question de la force balistique qui est là et à laquelle les autorités iraniennes tiennent très fortement. Cette attaque leur donne encore plus de raisons de s'accrocher à cette force balistique qui est la seule arme de défense entre leurs mains. Donc il y a tous ces paramètres qui ont fait que le président américain a fini par décider de mettre fin à cette guerre. Je ne perds pas de vue, bien évidemment, cette pression de ses alliés au niveau régional, mais aussi cette pression internationale d'une manière globale, notamment le Justement, camp européen de l'Occident qui est là, qui est contre cette guerre et qui commence à prendre sérieusement ses distances avec les États-Unis d'Amérique. Avec l'Occident, oui. Monsieur Chenoufi, selon vous, est-ce que Washington avait encore d'autres options à part les pourparlers? Peut-on dire que si on parle de limites de la stratégie américaine, est-ce que la politique de pression maximale a-t-elle atteint justement ses limites? Est-ce que c'est à moi que vous posez la question? Oui, monsieur Chenoufi. Ah, merci beaucoup, parce que l'image s'était figée à un moment donné. Eh bien, la réponse est oui, dans la mesure où ces mesures-là de sanctions maximales qui ont été ajoutées durant le premier mandat du président Trump et qui ont été maintenues par Biden se sont ajoutées à toute une batterie de sanctions sous lesquelles l'Iran vit depuis le début des années 80. Et par conséquent, l'idée était qu'un pays aussi sanctionné est suffisamment faible pour pouvoir être abattu facilement. Bien sûr, les services de renseignement américains et israéliens, à l'exception du Mossad, savaient très bien que ce n'était pas le cas, qu'il y avait d'autres sources de résilience en Iran qui allaient faire en sorte que le plan qui a été vendu au président Trump par Netanyahou, à savoir la guerre rapide, la victoire éclair, et puis le soulèvement populaire et le changement de régime avec instauration d'un régime totalement soumis à la volonté israélienne et américaine, n'allait pas fonctionner. Et en fait, on savait dans les milieux informés qu'il y avait effectivement une source de résilience iranienne, et c'est la raison pour laquelle, président après président, depuis George Bush fils, sur lesquels Netanyahou lui-même avait fait d'énormes pressions pour aller attaquer l'Iran après le changement de régime en Irak, ont toujours refusé de le suivre. Et ils l'ont fait parce qu'ils savaient que malgré toutes les pressions exercées sur l'Iran a su s'adapter à la situation et a préparer cette guerre-là de deux façons. La première, c'est un pays qui s'est doté d'institutions solides. Lorsque vous avez des institutions, eh bien, liquider la tête ou couper la tête ne permet pas au système de s'effondrer. Bien au contraire, le système continue de fonctionner grâce à ces institutions. Ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses, c'est que l'Iran, sur le plan militaire, a adopté une doctrine qui est contraire à la doctrine moderne. Vous savez, la doctrine moderne, elle est conçue pour des puissances fortes, par exemple pour les Américains, qui disent que lorsque vous êtes engagé dans une guerre, il faut frapper le centre de gravité, donc les points forts de l'ennemi. Bien sûr, l'Iran ne peut pas le faire nécessairement, et donc ils ont adopté une stratégie militaire qui est plutôt d'inspiration orientale de Sun Tzu, le penseur chinois, qui dit au contraire, lorsque vous êtes en situation de faiblesse, dans une guerre asymétrique, eh bien, votre objectif n'est pas nécessairement de détruire les points les plus névralgiques de votre ennemi, puisqu'il est loin dans le cas des États-Unis, mais essayer de le frapper dans ses faiblesses.
Et c'est exactement ce que l'Iran a fait pendant la guerre, et c'est ce qui lui a permis de résister. Et le fait d'avoir résisté, eh bien, toutes les théories qui existaient auparavant sur le fait que les sanctions vont affaiblir et il suffit juste de donner un coup de grâce à la fin, se sont effondrées. Mais ce qui s'est effondré aussi, et ça c'est fondamental et important, c'est que les Américains et les Israéliens considéraient qu'ils étaient invincibles parce qu'ils ont une sorte de couverture anti-missiles, le fameux dôme de fer avec ses missiles, etc., infranchissables, inviolables, infaillibles. Eh bien, tout cela s'est effondré comme un château de cartes et cela joue contre les intérêts de l'industrie militaire américaine, puisque le monde entier voit que le mythe était beaucoup plus grand que la réalité. Et je terminerai sur un point. Vous savez, les États-Unis, depuis un certain temps, cherchent à exclure la Chine de l'économie mondiale, à la marginaliser. Il y a même des discours sur une éventuelle guerre à cause de Taïwan. Eh bien, après la performance médiocre face à l'Iran, il est très difficile à imaginer que les Américains veuillent se mesurer aux Chinois ou que les Chinois prennent leurs menaces sérieusement. Mais peut-on dire, M. Chenoufi, qu'au final, Washington négocie, mais sans vraiment avoir obtenu des concessions majeures auparavant? Exactement. Alors, les Américains et les Iraniens négocient depuis très très longtemps, hein. À l'époque d'Obama, il y a eu des négociations, rappelez-vous, avec cet accord sur le nucléaire. Mais vous savez, cette guerre-là a changé une chose. Jamais l'Iran n'a négocié en position de force comme il le fait maintenant. Et ça, c'est l'un des indices les plus importants sur la perte des Américains. Rappelez-vous, en fait, je ne sais pas si vous avez pris connaissance d'un article qui a été publié il y a 2 jours dans le Financial Times qui explique que Trump, en fait, cherchait des négociations depuis des semaines déjà. Au moment où il comprenait et qu'on lui disait autour de lui que cette guerre était ingagnable selon le scénario qui avait été proposé par les Israéliens. C'est Netanyahou qui continue à faire pression pour que la guerre se poursuive. Il cherchait donc à négocier et les Iraniens le savaient et ils l'ont accepté. Les Iraniens n'ont accepté que lorsque la proposition de cessez-le-feu et de négociation devait se faire sur les termes voulus par les Iraniens. C'est la raison pour laquelle les fameux 10 points vont être le cœur des négociations, en dépit de la rhétorique de Trump et de son ministre de la Défense. Il y a un autre élément ici, c'est que les Iraniens sous Trump ont négocié avec 2 messieurs, Jared Kushner, le gendre du président Trump, qui est très proche de Netanyahou et très proche du mouvement des colons dans les territoires palestiniens, et puis Witkoff aussi, qui est quelqu'un qui a toujours été très proche d'Israël. Alors, en plus de ces caractéristiques-là, ce sont 2 hommes très incompétents sur le plan diplomatique. Ils ne comprennent pas les détails des dossiers et les Iraniens avaient beaucoup de mal à leur parler. Sans compter le fait que, comme le révélait le New York Times récemment, Jared Kushner était présent lorsque la décision d'attaquer l'Iran avait été faite, alors que lui était en charge des négociations avec l'Iran. Et aujourd'hui, en fait, pendant la guerre, hein, l'Iran avait dit, s'il y a négociation, nous voulons parler à J.D. Vance, le vice-président. Pourquoi? Eh bien, figurez-vous que J.D. Vance était absent de cette fameuse réunion où on a décidé entre Américains et Israéliens d'attaquer l'Iran. En fait, on a profité de son absence. Il était en Azerbaïdjan quand la décision a été prise. Il était furieux quand il l'a apprise parce que lui croyait les services de renseignement américains qui disaient que c'était une aventure dont les conséquences sont impossibles à prévoir ou à contrôler. Et c'est ce monsieur en particulier que les Iraniens voulaient rencontrer et à qui ils voulaient parler. Et encore une fois, vous avez une concession de la part des Américains qui acceptent que ce soit lui qui aille leur parler. Justement, l'Iran conditionne sa participation au respect d'un cessez-le-feu, notamment après les frappes sionistes au Liban, perçues comme une provocation majeure. Le président du Parlement iranien a publié jeudi soir, c'est-à-dire hier, une déclaration concernant la situation régionale, affirmant que ce n'est que lorsque les États-Unis ne violeront plus ce cessez-le-feu que l'Iran envisagera réellement des négociations.
Sinon, le conflit qui reprendra, donc le peuple iranien ainsi que l'armée sont préparés à cela depuis, comme le disait Monsieur Chenoufi, depuis bien longtemps. Donc entre des accords profonds, pression militaire et vraiment et des enjeux géopolitiques, Islamabad, selon vous, pourrait être soit le point de départ d'une désescalade ou plutôt une nouvelle occasion manquée. Monsieur Aïtourabi. Comme vous l'avez déjà souligné au début de l'émission, je pense que les discussions vont être difficiles et les Iraniens qui ont été déjà échaudés par le premier tour des négociations qui a abouti à une guerre surprise vont prendre toutes les précautions nécessaires justement pour qu'ils ne soient pas une nouvelle fois leurrés par ces pourparlers. Donc, les exigences iraniennes sont claires et je pense que du côté américain, on a pris conscience cette fois-ci après cet épisode de la nécessité de faire le nécessaire pour que ces négociations aboutissent cette fois-ci. Mais les deux parties, justement, imposent des conditions irréalisables. Comment, selon vous, pourront-ils arriver à un accord? On parle des exigences maximalistes, mais je pense que, comme l'a si bien résumé votre invité, Monsieur Chenoufi, si je ne me trompe pas, oui. Aujourd'hui, les Iraniens se trouvent en position de force. Au fait, après tout ce qu'ils ont subi, après cette force de résistance qu'ils ont démontrée, et après l'essai américain de déstabiliser le pouvoir iranien qui a échoué, je pense qu'aujourd'hui, ils sont plus que jamais en position de force. Et automatiquement, ça va être difficile pour eux d'accepter de céder aux pressions américaines. Mais est-ce que les Américains, est-ce que le président américain va mettre à exécution ces menaces? On l'a vu, il se rétractait à chaque fois. C'est pas la première fois, il a dit carrément, il est allé jusqu'à dire que je vais rayer de la carte toute une civilisation, ce qui a choqué le monde entier. Donc aujourd'hui encore, j'ai écouté celui qui est justement le négociateur en chef américain, J.D. Vance, interviewé par un média américain. D'après ce que j'ai écouté, il y a une prédisposition américaine à négocier, d'ailleurs même par rapport à la question du droit iranien à enrichir l'uranium à des fins civiles. Je pense que les Iraniens auront le dernier mot pour la simple raison qu'aujourd'hui, personne ne sait où se trouve, hormis les Iraniens et peut-être les Russes, parce qu'il y a des ingénieurs russes qui les aident, ne savent où se trouve cette fameuse quantité d'uranium enrichi à hauteur de 60%. Comment les États-Unis vont faire pour pouvoir sécuriser cet uranium d'une manière ou d'une autre? Donc une opération militaire, ça serait un suicide, ça ne serait pas possible. Donc la seule manière, et c'est ce que disent y compris les Européens, et de négocier avec les Iraniens. Donc les Américains doivent cette fois-ci faire des concessions pour que ces négociations aboutissent, parce que je ne pense pas que l'administration américaine est prête à reprendre la guerre. Dans le contexte, si on voit comment cette guerre a été arrêtée, il serait difficile pour les Américains de reprendre la guerre demain. Donc il va y avoir un terrain d'entente qui va être trouvé d'une manière ou d'une autre. Peut-être ça va durer longtemps, mais une chose est sûre, ça serait très difficile pour les Américains de mettre à exécution leurs menaces dans le contexte actuel, avec toutes les conséquences qui seront à la fois sur le plan économique, mais aussi sur le plan sécurité au niveau régional. Monsieur Hayachi, selon vous, est-ce que, si on peut parler de facteurs de blocage de ces pourparlers, est-ce que les tensions au Liban et cette agression, notamment de ces 2 derniers jours, vont-elles faire échouer les discussions? Pas du tout. Pas du tout. À mon sens, d'abord, revenir à une réalité des choses. De façon peut-être... Parce que ça complique quand même. De façon très simple, je crois que c'est l'Iran qui est en position de force actuellement, et pas les États-Unis, et encore moins l'entité sioniste. Prenons les choses dans l'ordre. Netanyahou voulait cette guerre au motif qu'il fallait détruire les possibilités, les potentialités nucléaires de l'Iran
et sa force balistique. Et pour ça, il a entraîné les États-Unis dans sa guerre. Parce que ce qui a trompé Trump, c'est le fait qu'il n'a pas été assisté par des gens compétents et par une analyse objective de la situation dans l'intérêt des États-Unis. La guerre est en train de se faire dans l'intérêt d'Israël, et c'est ce qu'une grande partie du peuple américain aujourd'hui clame, urbi orbi, dans les médias et dans la rue, que ce n'est pas notre guerre. Trump a fait cette guerre pour 2 ou 3 raisons. La première, c'était pour le pétrole. Il pensait qu'en faisant la guerre, et selon ce que lui a dit Netanyahou, le régime allait s'effondrer. Par conséquent, la Chine n'aurait plus ce pétrole-là qui lui vient d'Iran, et par conséquent, il peut la freiner dans sa course économique pour l'hégémonie mondiale du point de vue commercial. Ce qui n'a pas été le cas, on l'a vu, puisque la Chine, au contraire, tient fou. Et plus encore, l'erreur dans cette analyse énergétique, c'est que de tous les pays de la région, à cause de la guerre, l'Iran continue à mieux exporter que l'Arabie saoudite, que le Koweït, que le truc. L'Iran n'a perdu que 13% de sa production pétrolière, pendant que le Koweït en perd 24, que l'Arabie saoudite en perd 17. Et donc, c'était un objectif qui n'a pas du tout atteint par la guerre. Le deuxième facteur, c'est que il y a maintenant, et c'est une bombe à retardement contre Trump, il y a un délit d'initié dans cette histoire du pétrole. Il y a des fuites. On dit, attention, le président va faire un discours qu'on va frapper l'Iran, la renvoyer à la guerre, etc. Donc, il va y avoir moins de pétrole et donc les coûts vont monter. Oui. Et après, on envoie Trump lui dire, à la limite, il faut donner un ultimatum, les cours baissent. Pendant ce temps-là, les gens qui sont au fait de ces déclarations à l'avance achètent et vendent, ils se font un paquet de centaines de millions de dollars qui sont dans l'entourage de Trump et de leurs amis, bien sûr. Et puis, un troisième élément, il est clair que l'affaire Epstein a joué contre Trump. Les Israéliens ont un dossier contre Trump et c'est pour ça qu'il n'a pas été, comme l'a rappelé mon ami Mokran, qu'il n'a pas consulté les institutions normales. C'était pas obligatoire, mais normalement, il aurait dû consulter le Congrès pour le truc. Tout simplement, il est sous influence de Netanyahou, qui lui, Netanyahou veut la guerre, veut absolument la guerre, soi-disant pour enlever un pays qui lui oscille, etc. Il avance aussi pour défendre sa propre carrière politique. Oui. Si la guerre s'arrête, Netanyahou a d'énormes problèmes avec la justice israélienne et de toute façon, il aurait terminé son voyage politique dans le truc. Et donc, de tout ça, qui en sort vainqueur, en tout cas en bonne position, c'est l'Iran. Le régime n'est pas tombé. Il y a eu effectivement beaucoup de dirigeants qui ont été éliminés, oui. Et on va le préciser pourquoi. Et maintenant, l'Iran pose la dernière des conditions qui date de 24 heures, pour qu'il y ait un cessez-le-feu, il faut d'abord, pour qu'il y ait un accord, il faut qu'il y ait un cessez-le-feu au Liban. Donc c'est maintenant l'Iran qui pose des conditions, et ça veut dire que quelqu'un qui pose des conditions est en position de force. Et puis après, mon ami Mokran aussi l'a dit tout à l'heure, je ne crois pas que l'histoire de l'uranium sera, en tout cas, réglée à la faveur de ce que demande Netanyahou ou que demande Trump. Et bien sûr, le pouvoir balistique reste entier, puisque ce sont des ingénieurs iraniens qui ont fait ceci. Donc, de ce côté-là, l'Iran va avoir, en tout cas, maintenant ce n'est plus l'Iran qui le demande seulement, c'est toute la communauté internationale, puisqu'on a vu le chef du gouvernement espagnol qui demande à l'Union européenne, c'est une autre pression sur Netanyahou pour arrêter son attaque injustifiée contre les Liban. Illégal, oui. Illégal et injustifiée. La France, on l'a vu, qui a intervenu inefficacement depuis quelques jours, mais tout laisse penser que l'agression contre le Liban va s'arrêter dans les prochaines 48 heures. Et donc, par conséquent, les pourparlers peuvent démarrer après avoir satisfait cette exigence iranienne, mais pas seulement, puisqu'elle est faite aussi de la partie américaine, et surtout aller vers l'essentiel. Et il est très important de souligner, comme l'ont fait vos invités, que maintenant c'est J.D. Vance qui mène les pourparlers, parce que J.D. Vance était dès le départ contre la guerre. Il a pris le train en marche parce qu'il ne pouvait pas, d'une certaine façon, ne pas suivre son président, mais il le suivait du bout des doigts, et maintenant, des lèvres. Et maintenant, il est là, en première ligne, donc il va aller dans le sens d'une résolution de cette crise, évidemment, dans les intérêts des uns et des autres, mais
ce qu'il faut noter, c'est que l'Iran reste le pays qui pose des conditions, qui vend son pétrole, qui pose le curseur des discussions comme il veut et qui probablement va obtenir beaucoup de satisfaction dans les pourparlers qui vont venir. Merci, monsieur Ayachi. Messieurs, je vous propose de marquer une petite pause et on revient juste après. Bonsoir à tous, merci de nous rejoindre pour cette deuxième partie de cette couverture spéciale de la guerre au Moyen-Orient. Monsieur Nazim Sini, analyste économique et professeur en macroéconomie à l'Université de Marseille, vient de nous rejoindre à partir de Marseille. Bonsoir, monsieur Sini. Bonsoir et merci à vous pour votre invitation. Merci à vous. Alors, monsieur Sini, la fermeture de facto du détroit d'Ormuz par l'Iran suite aux tensions au Liban et malgré un cessez-le-feu paralyse une voie maritime majeure où transite 20% du pétrole mondial. Cette crise engendre des risques majeurs pour l'économie mondiale avec des analystes prévoyant un baril de pétrole pouvant atteindre les $200. Selon vous, quel impact économique de ce conflit qui aura duré plus de 40 jours ? Écoutez, j'en ai parlé dans l'une de vos émissions justement où je vous disais que la véritable variable d'ajustement de ce conflit résidait dans sa durée. C'est-à-dire que si on était dans un conflit autour de 2-3 semaines, l'économie mondiale avait une capacité de résilience à même d'absorber ce choc exogène. En revanche, là, comme vous l'avez rappelé, on est à plus de 40 jours de conflit avec justement non seulement une perturbation du détroit d'Ormuz, mais un blocage quasi total de ce détroit par lequel transite, vous l'avez dit, quasiment 20% du brut mondial qui est consommé à l'échelle de la planète, mais également entre 17 et 18% de la production, de la consommation de gaz. Parce qu'on ne parle pas également suffisamment du gaz. Mais aussi, il ne faut pas oublier que vous savez que l'économie mondiale, ce n'est pas juste un simple starter où vous pouvez la remettre en marche en appuyant sur un simple bouton. Et donc, même si on avait une confirmation d'un cessez-le-feu durable et d'une trêve entre les belligérants, le temps que se remettent en place les mécaniques industrielles, le temps qu'on reconstitue les stocks de brut, ça va prendre plusieurs mois. Mais entre-temps, on assiste à un véritable choc énergétique. D'ailleurs, l'AIE, l'Agence internationale de l'énergie, l'a dit lors d'une communication récemment en disant que c'était l'un des pires chocs énergétiques qu'a connu le monde moderne. Pourquoi ? Parce que vous savez qu'aujourd'hui, l'économie mondiale à 80% est carbonée, c'est-à-dire qu'elle utilise des matériaux fossiles pour pouvoir alimenter ses industries et l'économie mondiale. Et contrairement à ce que l'on pense, en fait, c'est tous les pays qui sont impactés, y compris les États-Unis, puisqu'il y a un risque d'inflation et également un risque de récession mondiale avec une baisse et une révision des taux de croissance à l'échelle internationale. Et donc, ce qui se passe, c'est qu'il y a un effet domino sur des secteurs d'activité comme l'agroalimentaire, comme le tourisme, comme l'aviation civile. Il faut savoir que le prix du kérosène, le baril de kérosène, est passé de $81 à plus de $200. Et là, vous voyez que ça pose de véritables questions sur la pérennité du trafic aérien qui d'abord a connu un véritable choc au début de la décennie avec la crise Covid et qui là subit une véritable claque qui va parfois clouer les avions au sol et voire même réduire l'ensemble des programmes de vol pour cet été. Juste pour vous donner quelques chiffres, des pays comme l'Italie, comme l'Allemagne et comme la Suède estiment qu'elles ont en réserve entre 4 et 6 mois de kérosène. Et vous savez qu'actuellement, le trafic aérien est une voie de transport des plus importantes pour justement interconnecter l'ensemble des pays et pour maintenir cette mondialisation. Et puis aussi, on parle du transport maritime. Le fret a littéralement explosé, ce qui va renchérir également le coût des importations et donc le coût du transport maritime. Donc vous voyez qu'on est face à un véritable choc, non seulement de l'offre, mais également de la demande qui est en train de se contracter. On a une inflation qui risque de repartir et donc des politiques monétaires qui, au lieu de s'assouplir, vont se raidir davantage. Donc c'est pour vous dire qu'actuellement, pour cette guerre que nous sommes en train de vivre, ce sont tous les pays qui vont être impactés et plus particulièrement ceux qui ont déclenché cette guerre.
Mais les répercussions à long, moyen terme, selon vous, quelles sont ces répercussions justement pour tout le reste de l'année 2026? Écoutez, il va falloir surveiller plusieurs éléments. D'abord, l'inflation, voir comment l'inflation va se comporter, notamment sur certains secteurs d'activité. Comme je vous l'ai dit, les matières premières alimentaires, les matières premières notamment en matière de ceux qui ont besoin d'énergie. Je pense au ciment, je pense également à l'industrie sidérurgique, métallurgique aussi. Il va falloir aussi surveiller les mouvements des IDE, des investissements directs étrangers. On sait que certaines grandes entreprises ont annoncé d'ores et déjà un ralentissement de leurs investissements. Il va falloir aussi surveiller l'emploi, voir est-ce que les économies vont continuer à créer des emplois suite à un redécollage de l'économie l'année dernière en 2024. Là aussi, c'est très important. Et puis également surveiller les politiques monétaires de la BCE, la Banque centrale européenne, de la Banque d'Angleterre, la Banque centrale anglaise, mais également de la Fed, qui est la Réserve fédérale américaine. Parce que vous savez qu'actuellement, la plupart des entreprises se financent à travers le crédit. Et donc, si on voit qu'il y a justement une hausse du taux de crédit, donc c'est un ralentissement de l'offre de crédit et donc des investissements. Donc voilà ce qu'il va falloir surveiller. Plus particulièrement, il faut observer certains indices sectoriels. Je pense au transport, je pense à l'industrie, mais également les services qui sont aussi impactés indirectement. Ce qu'il va falloir, c'est être très attentif, être très vigilant, revoir ses prévisions de croissance. Mais en tout cas, ce que l'on sait, c'est que pour cette année 2026, on est sûr et certain d'avoir un ralentissement de la croissance, mais la véritable question, c'est de savoir comment va-t-on démarrer l'année prochaine en 2027, puisque vous savez qu'il y a un temps de latence entre ce que l'on observe sur les marchés et puis ses répercussions en direct sur l'économie. Monsieur Chinoufi, alors la zone rouge d'Islamabad aujourd'hui fermée avant les pourparlers de paix entre les États-Unis et l'Iran, les rues de la capitale Islamabad se sont vidées suite à un jour férié, on va dire soudain de 2 jours qui a été décrété donc à Islamabad pour assurer une sécurité stricte à l'arrivée des délégations américaines et iraniennes. Donc ce cessez-le-feu fragile, on peut dire qu'il est fragile de 2 semaines, a ouvert la voie aux négociations. Selon vous, le Pakistan peut-il s'imposer comme médiateur crédible dans cette guerre? Et est-ce qu'il va-t-il jouer plutôt une carte diplomatique ou stratégique? En fait, du point de vue diplomatique, bien entendu, le Pakistan va en bénéficier parce que il occupe une place privilégiée dans la presse mondiale. C'est effectivement à travers le Pakistan que les informations allaient du côté américain au côté iranien et vice-versa. Vous savez, la médiation, vous avez plusieurs styles. Et les styles se décident en fonction du contexte. Vous avez le premier style qui est le plus passif, c'est-à-dire que le médiateur eh bien, organise, si vous voulez, le contexte dans lequel des belligérants se rencontrent et discutent, voire négocient. Ils peuvent aider lorsque on essaie de faire converger les points de vue sur les points les plus difficiles, mais de façon générale, la discussion se passe entre les parties engagés dans la négociation avec très peu d'implication du médiateur. J'ai comme l'impression que pour les négociations qui doivent se dérouler à Islamabad à l'heure actuelle, c'est plutôt ce rôle que le médiateur pakistanais va jouer. Le deuxième style, c'est celui d'une médiation active, mais elle n'est possible que lorsque le médiateur a des leviers de pression sur l'ensemble des parties en négociation, ici en l'occurrence l'Iran et les États-Unis, et il n'est pas certain que dans un cas comme dans l'autre, le Pakistan puisse réellement faire pression sur les négociateurs. On l'a vu dans le passé, par exemple, lorsque les Américains ont fait la médiation en Irlande pour le fameux accord du Vendredi Saint, qui a mis un terme à la guerre civile en Irlande. Eh bien, les États-Unis étaient assez impliqués, mais ils pouvaient faire pression à la fois sur les Irlandais, sur les Britanniques, mais ce n'est pas le cas du tout du Pakistan. Par conséquent, donc,
pour résumer, d'un côté, prestige diplomatique pour le Pakistan, incontestablement, mais de l'autre, ça va être une médiation plutôt passive, mais absolument nécessaire. Ce n'est pas parce qu'elle est passive qu'elle n'est pas nécessaire, parce qu'il fallait bien trouver quelqu'un, un acteur qui a un certain poids dans le monde, qui puisse parler à la fois aux Iraniens et aux Américains. Les Pakistanais ont saisi cette occasion-là. Dans le passé, c'était plutôt le sultanat d'Oman qui le faisait. Cette fois-ci, ce n'était pas possible parce que c'est un pays du Golfe, même si sa perspective sur le monde est différente des autres pays. Mais enfin, il fallait que ce soit quelqu'un qui soit d'une certaine façon un peu éloigné, même si le Pakistan, vous savez, il n'est pas très éloigné de l'Iran, en fait, pas du tout. Mais ce n'est pas un pays du Moyen-Orient. Voilà pourquoi eh bien, c'est le Pakistan qui joue ce rôle de médiateur plutôt qu'un autre. Monsieur Sini, Monsieur Ayachi, vous vouliez rebondir? Allez-y. Compléter l'excellente présentation de M. Chenoufi en disant qu'un élément très important dans ce pourparlers, c'est de surveiller, comme le lait sur le feu, l'entité sioniste qui va tout faire pour saboter ces pourparlers. Et il faut savoir qu'il a à sa disposition une certaine expertise dans la déstabilisation et la désinformation, et pour pouvoir, d'une certaine façon, faire capoter ces pourparlers, parce que tout simplement, il ne voudrait pas que cela réussisse, et il voudrait que la guerre, d'une façon ou d'une autre, reprenne, c'est dans son intérêt. Merci, Monsieur Ayachi. Monsieur Sini, je voudrais vous revenir vers vous. Cette crise énergétique due à cette guerre, pourrait-elle, selon vous, accélérer la transition vers les énergies renouvelables dans la région et même ailleurs? Écoutez, oui, si on se positionne sur un horizon moyen-long terme, effectivement. Mais il faut savoir que cette région a une ADN énergétique résolument tournée vers les hydrocarbures fossiles. Donc je vois très mal les pays du Golfe investir massivement et basculer ou pivoter leur modèle économique qui est issu de l'exploitation des hydrocarbures vers des énergies renouvelables. Même si on sait effectivement que pour la première fois, dans l'histoire économique moderne, nous avons eu en 2024 et 2025 des investissements en dollars constants qui ont été supérieurs dans les ENR, donc les énergies renouvelables, plutôt que dans les hydrocarbures. Après, vous savez aussi, ce qui est important de rappeler, c'est que plus vous allez avoir un baril de pétrole qui va progresser et tutoyer les 100 $, et plus ça va être intéressant et donc profitable pour les compagnies de continuer l'exploration et l'exploitation des hydrocarbures. On sait qu'il y a encore des poches qui n'ont pas encore été découvertes, notamment en Afrique, notamment dans certaines régions du monde, notamment au pôle Nord, tout au nord de la Russie. Et donc, si vous voulez, ce qui peut faire basculer justement les investissements vers les énergies renouvelables, c'est un effondrement du prix du pétrole, où là, le coût d'exploration et le coût d'exploitation ferait en sorte que cette activité ne serait plus rentable. Et donc, vous allez avoir un ROI, un retour sur investissement, qui ne vous permettrait pas d'amortir ce que vous auriez investi préalablement. Mais là où votre question est intéressante, c'est effectivement de se dire, est-ce qu'aujourd'hui, ces pays-là, de par ce qu'ils ont construit à travers leurs installations, à travers leur modèle de croissance, ne sont pas finalement vulnérables au moindre choc géopolitique, aux moindres tensions internationales, aux moindres conflits qui impliqueraient justement des producteurs de pétrole et de gaz. Et là, vous avez raison, ça montre en fait l'ultra-dépendance de ces pays du Golfe à l'une de leurs premières ressources financières, qui est l'exploitation des hydrocarbures. Donc, en fait, ce qu'elles vont devoir faire à terme, c'est surtout diversifier leur économie. Et donc, les énergies renouvelables font partie justement d'une des branches de diversification, mais elle ne sera pas la seule, malheureusement. On va faire un petit tour de table sur les scénarios possibles. Alors, je commence par vous, Monsieur Mouqrana Torabi. Donc, selon vous, est-ce que nous allons vers un accord partiel ou plutôt une impasse, si on prend en considération tous les éléments que nous venons d'évoquer dans cette émission? C'est difficile de le dire dès maintenant, parce que les pourparlers, jusqu'à maintenant, ils n'ont pas encore réellement commencé. Mais on va essayer de voir quels sont les scénarios possibles. On peut justement analyser ça du côté d'abord du médiateur, de l'importance du Pakistan dans cette médiation. Pakistan, je vais juste compléter un tout petit peu rapidement ce qu'a dit votre invité, M. Chenoufi. Le Pakistan, cette médiation, il y a le chef d'état-major pakistanais
qui a tissé d'excellentes relations avec le président américain. Donc, le président américain fait confiance donc à Assimi Mounir, qui est le chef d'état-major pakistanais, qu'il a accueilli lors de la crise avec l'Inde en 2025 et qui a permis d'ailleurs à Washington de mettre fin à cette crise rapidement. Donc, le rôle de Assimi Mounir, du chef d'état-major dans cette médiation, est très important. C'est pour ça que les Américains ont cette fois-ci opté pour le Pakistan, parce qu'il y a cette proximité qui leur garantit justement un processus plus ou moins efficace dans la négociation. Pourquoi? Parce que de l'autre côté, aussi le Pakistan a une relation de confiance avec l'Iran. Il n'y a aucun problème avec l'Iran. Le Pakistan, la relation elle est historique. Rappelez-vous que l'Iran a été le premier à reconnaître l'indépendance du Pakistan et le Pakistan a été le premier à reconnaître la République islamique d'Iran en 1979. Donc il y a cette relation extrêmement dense et importante entre les deux pays, partager une longue frontière, qui fait du Pakistan un médiateur très, très intéressant. Et le Pakistan, en plus de ses liens avec les États-Unis et avec l'Iran, il a d'excellentes relations avec la Chine, qui a aussi son mot à dire dans cette région, parce qu'elle a d'excellentes relations à la fois avec l'Iran, mais aussi avec beaucoup de pays du Golfe. Le Pakistan, il ne faut pas oublier qu'il a un accord de défense avec l'un des plus grands pays du Golfe, qui est l'Arabie saoudite. Donc tous ces éléments font du Pakistan un médiateur de choix très important qui va mettre toute son énergie justement pour qu'il y ait un compromis. Un compromis, parce qu'il faut qu'il y ait des concessions de part et d'autre pour que ça aboutisse. Je pense que les Américains ont intérêt à ce qu'il y ait un accord. Les Iraniens aussi ne sont pas contre un accord. Donc la question est à quel point les deux parties peuvent faire des concessions. Moi, je m'avancerai comme ça. Je pense que l'accord va être axé essentiellement sur, d'abord, l'histoire du Trois d'Ormuz, cette artère que l'Iran peut comprimer à tout moment et qui fait très très mal à l'économie mondiale, est devenu aujourd'hui un axe majeur de la négociation. La gestion et le futur de ce détroit dont dépend à hauteur de 30% l'économie mondiale, en parlant de matières premières, d'une manière générale. Il y a un autre élément, c'est la question du nucléaire militaire. Je pense que les Iraniens ont déjà affiché leur prédisposition à abandonner l'enrichissement de l'uranium à une hauteur qui leur permettrait d'en faire un usage militaire. Ils l'ont fait lors des négociations avec le médiateur omanien. Je pense qu'ils seraient encore prêts à le faire maintenant, mais en revanche, on a vu dans les 10 points justement qui font aujourd'hui la base de la négociation, on a vu que l'Iran a parlé de son droit au nucléaire civil. Donc ça, c'est une question sur laquelle l'Iran ne va pas céder. Merci beaucoup, Monsieur Aïtorabi. Merci, Monsieur Hayachi. Nous arrivons déjà à la fin de cette émission. Merci, Monsieur Sini, et merci, Monsieur Chenoufi. Le dialogue est peut-être relancé, mais les lignes restent profondément figées. Merci à vous, chers téléspectateurs, de nous avoir suivis. Je vous laisse avec l'actualité, le journal de 19h présenté par Esma Laït.